enseigner à ma chouette, ça a son pesant d'or, ça vaut son pesant d'or. Donc, en plus, vous avez l'avantage de le voir en première parisienne, parce que ça a été créé à Cluny, mais Cluny, n'est-ce pas, c'est en dehors de Paris. Et voilà. Donc, bon spectacle, et le spectacle sera suivi d'un débat. 2, 3, 4. Nous sommes deux philosophes, nés sous le signe d'apostrophe. Mi, fa, sol, la, mi, ré, ré, mi, fa, sol, 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 ré, do. Bonjour, hein, Marie-Janine. Bonjour, François-Xavier. Bonsoir à vous tous. Et bien, alors, avant de commencer, j'aimerais surtout, bien sûr, remercier l'association qui nous accueille ici, hein, l'association Rencontre et Débat Autrement. Hein, voilà, et qui va nous permettre, je l'espère, dès ce soir, à la fois, je dirais, de nous rencontrer, n'est-ce pas, et puis, pourquoi pas, de débattre, hein, autrement. Voilà. Alors, Autrement, n'est-ce pas? oui. Mais avant cela, je vous souhaite aussi à tous la bienvenue. Bienvenue à l'UMP. L'université modérément populaire. Enfin, en tout cas, moins populaire que celle de Michel Onfray. Absolument. Enfin, quoi que quand même. Hein, bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? C'est tout bête, on va vous proposer, Marie-Janine et moi-même, un petit voyage initiatique au pays des idées philosophiques. Je dirais même une sorte de première entrée dans la caverne. Voilà, pour la sortie, ça sera plus tard. Alors, eh bien, Marie-Janine, puisqu'il s'agit d'un voyage initiatique, il nous faut un guide. Est-ce que vous voulez bien jouer le rôle du guide? Ah oui, voilà. chouette. Ouais, c'est ça, le rôle de la chouette, absolument. Un philosophe? Oh, tu sais, l'existence même du philosophe est une insulte pour la société. Il ne fait rien, mais ne s'ennuie pas. Non, il pense. Hein, pendant que tous les autres dépensent. Mais alors les philosophes sont des parasites sociaux? Oui, ils contribuent très rarement à l'augmentation du produit intérieur brut. Le philosophe en activité pense. Comment on reconnaît quelqu'un qui pense? Ah, bon, là c'est plus difficile parce que il faut souvent attendre que les gens parlent pour se rendre compte qu'en vérité, ils ne pensaient pas. Il faut que tu saches que penser, voilà, tu vas faire comme moi, ça va. Penser consiste pour l'essentiel à revenir sur soi pour s'interroger sur le sens de ce qui nous entoure. Comme si on avait que ça à foutre. Et le philosophe revient sur soi en permanence. C'est pour ça qu'il avance plus lentement. Je pense! Ben voilà, tu vois, tu y arrives. C'est bien. Et le philosophe s'interroge tellement qu'il finit toujours par pencher sous le poids des questions. Je penche. Donc, je suis. Ce sont d'ailleurs des philosophes qui ont construit la tour de Pise, en tentant d'appliquer le théorème de Thalès. Le philosophe n'est plus un parasite, tu sais. Il est devenu utile, très utile. Tu peux même le ranger dans ta boîte à outils. Car aujourd'hui, la philosophie et le bricolage, hein, le foot et le jardinage étant hors concours, sont devenus deux des meilleurs moyens de te réconcilier avec ta vie. Merde. Oui. Mais est-ce que la philosophie peut parfois nous faire rire? Tu voudrais pour cela, encore eût-il fallu qu'elle se déridât. Non, c'est pas grave. Voici donc ma première question. Oui. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'âme? Vous voulez dire quid est homo? Tomo? Pom 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 pom. L'homme est le seul bipède sans plume de la nature, à l'exception du singe, qui est quadrumane. L'homme comprend deux espèces, lui-même et la femme. Enfin, surtout lui-même. Car il se trouve que l'homme, comme espèce, embrasse toujours la femme. L'inverse n'est pas vrai. Tout à fait, François-Xavier. La femme n'embrasse pas l'homme.
C'est comme ça, il faut s'y faire. Ça n'est pas réciproque. Même si la femme est la meilleure amie de l'homme. Tout à fait, François-Xavier. Juste après le chien. Je vous écoute. Est-ce que Dieu existe? Ça, vraiment, j'aimerais savoir. Ah. Bah écoutez, demandez-le lui. Ah oui, je suis bête. Pardonne-moi, mon Dieu. Je suis désolée de te déranger à une heure si tardive, mais qu'est-ce qui peut bien m'assurer que tu existes? Et pourquoi voudrais-tu que j'existe? Mon enfant? Parce qu'il m'est insupportable d'être un ridicule point sans importance dans l'univers infini. Insupportable que mourir soit la fin définitive de toute chose, que je sois tout pour moi-même et rien pour tout le reste. Bien, je comprends. J'aurais tout intérêt à ce que j'existe, c'est ça? Hein? Mais quel est mon intérêt, à moi? Tu peux me le dire? Qu'est-ce que ça peut me foutre d'exister ou non? Enfin, vous êtes marrants, vous autres, les mortels. Vous voulez à tout prix que j'existe, mais vous ne m'avez jamais demandé mon avis. Mais si tu n'existes pas, mais qu'on ne peut pas dire que tu existes, qu'est-ce que tu fais exactement? J'inexiste. Voilà. C'est dit, c'est ma manière bien à moi et bien positive d'être. Inexister. Alors, bon, ben, on souffre. Je souffre. Oh, tu souffres. Nous souffrons. Bien sûr, tu souffres, mon petit bonhomme. Mais tu y mets du tien. Tu pourrais aisément te libérer de ta souffrance grâce à ces quelques leçons d'élémentaire philosophie que l'on doit à la délicatesse et à la sollicitude d'un certain Arthur Schopenhauer. Schopenhauer. Il est temps qu'on fasse un petit bilan, non? Hein? Oui. Hein, je pense qu'on y voit tous beaucoup plus clair maintenant. On a répondu à quelques questions fondamentales. Oui. Alors. J'ai appris que l'homme se détruit lui-même. Oui. Que Dieu n'existe pas. Ou il existe. Que la vie oscille entre la souffrance et l'ennui. Oui. Et qu'on va tous mourir pas tout de suite. Et voilà. Ça va, je me sens réconfortée. Ah non mais attendez, Marie-Jeanine, la philosophie n'est pas là pour réconforter qui que ce soit. Il y a la religion pour ça, hein? Oui. Ou le chocolat. Le chocolat est l'opium du peuple. Mais les utopies, les philosophes, ils ont construit des utopies. Les utopies, ah bah tiens, d'où ça vous sort ça? Bah oui, bien sûr, les utopies, oui, ça, ce sont les sociétés parfaites, fondées sur l'idée d'un ordre absolument juste. Oui, bah, oh bah les utopies, ça aussi c'est comme Émile Coué, vous voyez, ça démarre bien. Il s'agit juste de bien nettoyer, de ranger dans les coins pour un monde plus propre, mais ça finit toujours par devenir un petit peu totalitaire, les utopies. Caramel, bonbons, chocolat, vanité, tout est vanité. Allez, va, mange ton chocolat, car tel est ton lot dans la vie, de manger du chocolat. Il n'y aura plus jamais rien de nouveau sous le soleil. Illusion, spiritueux, pharmacopée, caramel, bonbons, chocolat, vanité, tout est vanité. La cité des Schtroumpfs est un monde idéal où les individus sont entièrement caractérisés par leurs fonctions. Grognons, à lunettes, cordonniers, sportifs, etc. Même femme chez les Schtroumpfs est une fonction sociale. Et la Schtroumpfette représente à elle seule toute la corporation des femmes ou blondes reproductrices. La Schtroumpfette, c'est 3 en 1. Compagne, mère et pute. Pour que X puisse pénétrer Y, hein, il faut d'abord qu'il l'invite au restaurant. Alors, excusez-moi. Alors, ça se complique un petit peu. Alors, il est là que... Tout à coup,
penser au commencement de tout. Encore dans la fougue de la Genèse, Adam et Ève se sentaient libres comme l'air. Libre comme l'air. La conscience apparaît forcément après la chute. C'est une fois qu'on est tombé qu'on commence à faire attention. Cela dit, ça nous donne quand même deux éléments précis de définition du bonheur. 1. Le bonheur est un fantôme. C'est quand il n'est plus là qu'il nous hante. 2. Le bonheur est une pute. On peut se laisser tenter, mais il faudra le payer. Ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas dit ça? On sent que c'est resté coincé. Non, s'il vous plaît. Allez, on essaie encore une fois. Prêt? Oui! Laissez-la se concentrer. Voilà, ça part de très très bas. Oui. Oui, voilà, c'est ça. C'est un tout petit oui. 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 Vas-y, oui. 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 Oh oui, c'est bien là. Oh oui, oh, je le sens que ça vient là. Vas-y, oui. À vous maintenant. Vous voyez? C'est progressif. On ne peut pas. On déroule. Voilà, très bien. Bah justement, le temps, parlons-en. On va même finir par là. Parce que dans la vie, il y a le temps que l'on passe à se moquer du temps et le temps où l'on compte celui qui reste. Entre les deux, pas grand-chose. Il y a le temps qui passe et le temps qui reste. Il y a le temps que l'on passe à se moquer du temps et le temps où l'on compte celui qui reste. Ça sonne! Ça siffle! Ça éructe! Qu'est-ce que tu fous? Dépêche-toi! Alors on se dépêche. On prend le train et tout va très vite. On n'a pas le temps de regarder le temps qui passe, que tout le temps qui reste est déjà passé. Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe? Bonsoir Xavier. Qui peut dire où sont les fleurs du temps passé? Sur les tons du mois de mai, les filles en font des bouquets. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous? Je pense que vous connaissez, certains d'entre vous, vous le connaissez déjà par ces autres pièces qui sont N'être pas né, c'est justement un des deux derniers nés, l'avant-dernier né. Et rien ne sert d'exister. Et aujourd'hui, il y avait beaucoup de questions de ça aussi, dans le commencement de la pièce. Et puis la vie rêvée des philosophes, on l'avait montré ici l'année dernière, au mois de novembre. Ces textes-là sont là, à votre disposition, si vous voulez les acheter, les consulter tout à l'heure. Mais, donc, Yves Cusset, il a beau faire les clowns sur les planches, il est quand même un garçon très sérieux. Très sérieux parce qu'il était nul de l'école normale supérieure, c'est pas rien, et docteur et agrégé de philosophie.
très très sérieux. Il a écrit des livres aussi très sérieux. Énormément, très intelligent d'ailleurs. Vous n'avez pas assez souligné ma remarquable modestie, par ailleurs. Bon, on va voir, hein, ça se découvre. Et donc les livres, bon, c'est sur Ne vous baissez pas, il n'y a rien qui passe à Michel Foucault, sur Habermas, il adore l'école de Francfort. Je suis en train d'écrire un essai assez sérieux, mais sur les rapports entre l'humour et la philosophie. Voilà, essayant de comprendre cette chose que moi je pratique, pourquoi est-ce que j'ai choisi d'aborder. Donc, je me dis qu'il doit y avoir un rapport intime, parce que j'en ai fait ma manière de philosopher, d'accord, mais je veux comprendre ce qu'il y a dans l'humour et ce qui nous fait philosopher. Voilà. Et je crois qu'au-delà même de l'humour philosophique, parce que moi je fais de l'humour avec un contenu philosophique, je crois qu'il y a une vraie dimension philosophique de l'humour qu'on a trop peu analysée comme telle. Mais vous avez déjà écrit un livre sur la rire, justement. J'ai écrit plusieurs articles. Le clou, dans un collectif. Le philosophe et le clou, non? C'était Oui. pas ça? Et dans Pourquoi rire, chez Gallimard, il y avait une série, mais c'était des débuts, voilà, c'était le début de cette recherche-là, et maintenant je prépare tout un truc, 400 pages très sérieux sur l'humour et la philosophie. Ça fait peur, hein? 400 pages, bon. En tout cas, l'autre était sur de Démocrite à Desproges, hein? Ouais, C'était ça. Pourquoi avoir choisi d'être philosophe au théâtre? Pourquoi avoir choisi le théâtre en quelque sorte comme arme? Et on a l'impression que nous rencontrons quand même pas mal de philosophes et de la philosophie. Hein? Ouais, ça c'est toujours une question aussi touchant l'humour. À partir de quand on se moque ou pas? C'est une frontière assez difficile à établir. Je considère que se moquer, c'est se rendre extérieur à la chose dont on rit. C'est un des principes du rire, de la moquerie. C'est qu'il ne faut pas avoir de tendresse ou de sympathie. Mais on peut très bien avoir le principe de l'humour, c'est plutôt la tendresse et la sympathie. Dès que j'en ai pas, d'ailleurs, c'est très difficile, c'est plus difficile. Je suscite pas le même rire quand je parle de BHL, parce que j'ai pas de sympathie. Un petit peu, j'en ai fondamentalement pour le fait qu'on partage un sort commun, mais c'est tout, ça s'arrête là. C'est universel. J'ai un sort commun qui est de mourir. Mais lui ne le sait pas. Mais de ce point de vue-là, voilà, à part ça, je suis extérieur à lui. Donc, il y a toujours cet équilibre entre le temps de rire qui est intéressant. Quand on rit de l'extérieur, il y a un rire, on le sent, il éclate différemment. Il est marqué par ce que Baudelaire appelait l'essence diabolique du rire. Ce rire qui fait qu'on se soulage. Il éclate plus volontiers parce que c'est le bonheur de l'orgueil, dit-il, de se sentir supérieur à ce qui se passe. Toi tu tombes, moi je ne tombe pas, moi je suis droit, moi je me tiens droit. Hein. Le problème c'est que le rieur est immédiatement celui dont on va pouvoir rire. Parce que c'est beaucoup plus drôle de voir quelqu'un qui se moque de quelqu'un d'autre glisser ensuite sur une peau de banane que le premier qui glisse sur une peau de banane. Donc vous voyez, on n'est jamais à l'abri, c'est pour ça que cette frontière elle est tout à fait mobile et que là où on est extérieur, on peut tout d'un coup devenir très sympathique. Et moi je crois au rire de sympathie. Je crois qu'il existe, je crois qu'il ne c'est pas un sous-rire. C'est les Anglais qui ont inventé ce mot, sub-laugh, un rire un peu moins. Je crois qu'il y a un vrai rire, rire de se reconnaître. C'est un des principes du comique de caractère, se reconnaître dans celui dont on rit. Donc il y a un bonheur inconscient d'avoir le droit de rire de soi. Ça, et Sénèque disait, on ne se moque pas de qui rit de lui-même. Donc, je disais à l'instant, vous voyez, on est protégé contre la moquerie quand on rit de soi. Alors que quand on rit de l'autre extérieurement, au-dessus de lui et par orgueil, à tout moment on peut devenir objet de risée. Et je pense que c'est pour ça que j'appelle, moi, l'humour, mais je suis pas seul, j'ai vu que mais j'appelle l'humour ce rire-là, ce qui provoque ce type de rire, c'est-à-dire ce rire par sympathie, par tendresse, par communauté, ce rire qui produit du commun plus qu'il nous sépare les uns des autres. Voilà. C'est juste une phrase qui me revient, qui est le début d'un poème de Joseph Follier, qui me revient en résonance à ce que vous venez de dire. Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser. J'aime bien ce type d'aphorisme qui arrive à la fois à cultiver, voilà, on est dans l'humour philosophique, on fait réfléchir, mais on le pratique en même temps. Nous, on a eu le plaisir de lire en fait, vos écrits avant de vous voir ce soir. Et justement, le fait de le voir sur scène, forcément, c'était très nouveau pour nous. Comment vous avez construit le jeu d'acteur exactement? Ça s'est passé comment? Tout était écrit à l'avance? J'imagine que c'est pas le cas, non? Vous avez créé au fur et à mesure? Comment vous avez travaillé tous les deux? Moi, j'aime pas trop ce qu'on appelle les très bons acteurs
de vaudeville, de boulevard, qui ont une technique et qui la répètent. Et c'est fatigant, même, je veux dire, un très grand comme De Funès, il pouvait énerver, au bout d'un moment, par le côté systématique de la chose. Donc, non, moi, c'est beaucoup plus ce que je cultive, je crois, mais c'est toi qui vas le dire après, parce que, en fait, c'est de jouir voilà, du sens de ce qui est dit, du rapport qu'on peut nouer autour de ce qui se dit, et de s'en amuser le plus volontiers possible, sans avoir peur d'aller le plus loin possible, sans mettre le sens en premier, surtout mettre la drôlerie en premier, le ridicule en premier, etc. Le sens, il se débrouille tout seul, il n'a pas besoin de nous. Il se débrouille tout seul pour se montrer. Nous, on est là pour s'amuser. Et il ne nous appartient pas, d'ailleurs, dès qu'on veut aussi garder le sens pour soi, c'est ce que l'humour nous apprend, hein, ce que Freud a très bien montré. Le sens, ça ne nous appartient pas, et l'humour démontre ça. Le sens nous échappe, ce qu'on dit nous échappe. Et c'est ça qui nous fait rire. C'est tout ce qui glisse entre nos doigts, tout ce qu'on ne peut pas tenir, que ce soit dans les mots ou dans les situations. Vous êtes connu comment alors vous êtes rentré dans ce duo Il y a 6 ans, 6-7 ans. 2008, oui, c'est ça. J'étais stagiaire en communication pour son spectacle Rien ne sert d'exister. Et je parlais de son spectacle dans les rues. Voilà, et je le voyais très souvent, ce spectacle, et je ne m'en lassais jamais. Chaque fois, je comprenais quelque chose de nouveau. Ah oui, c'est très dense. Ouais. Et puis après, j'étais en école de théâtre parallèlement pendant les années qui ont suivi. Et il m'a proposé en fait, de jouer La vie rêvée des philosophes à Cluny. Donc le bouquin qui est là, La vie rêvée des philosophes. Ouais. Excellent. On parlait des auteurs, on se partageait la vie des auteurs et on racontait de manière humoristique. On mettait en scène la vie des auteurs, en fait, ce qui était écrit. En ne se détachant pas du texte, parce que c'était une lecture jouée comme ça. Et là, on s'est rendu compte qu'on appréciait beaucoup de travailler ensemble. Et il m'a proposé de jouer la chouette, la philosophie enseignée à ma chouette. Parce qu'il était en train de faire ça pour 2 personnages. Est-ce qu'on peut rire de tout, se moquer de tout? Parce que vous, en tout cas, pouvez vous rire de tout. Et il y a une sous-question, c'est la diapo d'Hitler avec les 2 petites filles qui m'a un peu choquée d'avoir mis là dans ce spectacle. Parce que Hitler est tellement associé à plein d'horreurs que je ne trouvais pas bien sa place là. Voilà. Les deux questions sont tout à fait reliées. Je suis en train de travailler dessus, cette fameuse question, peut-on rire de tout? Évidemment, parce qu'il n'y a pas d'objet comique en soi. Le comique, c'est pas dans l'objet. Le comique, c'est une manière. Et c'est très curieux, c'est que dans ceux qui analysent le comique ou l'humour, le traitent comme un phénomène impersonnel la plupart du temps. C'est sans doute un biais philosophique, que ce soit Bergson, Aristote, Schopenhauer, Kierkegaard, les rares à s'être intéressés à ça, au comique, à l'humour, en philosophie, ils le traitent comme un phénomène impersonnel. Le seul à le traiter comme un phénomène personnel et à dire ce qui est essentiel dans l'humour, c'est l'intention cachée de celui qui parle, c'est la manière dont il parle, c'est pas séparable de celui qui dit et de celui à qui il s'adresse, c'est pas l'objet qui compte, c'est cette relation-là entre celui qui parle et son destinataire. Le seul à s'être intéressé à ça, c'est Freud, c'est pas un philosophe. Et donc, voilà, et ça m'a convaincu, c'est-à-dire pour moi ce qui est important, c'est ce qu'il appelle lui tendance. J'appelle intention, mais c'est l'intention qui nous échappe, c'est l'intention qui traverse toutes nos paroles. Quand je parle, je ne fais pas que dire des mots, je les anime de ce que je suis, de ma personne, et qui m'échappe. C'est vous qui le voyez, pas moi. Je ne peux pas totalement le contrôler, sauf quand je travaille pour le jeu. Quand je suis comédien, j'essaie de maîtriser tous ces aspects qui, dans la vie ordinaire, nous échappent. Et ben, c'est ça, la manière, la tendance. C'est ce que vous voyez, vous lisez une intention, et ce qui est troublant, c'est quand elle nous échappe. Il y a des gens parfois qui me disent « Mais Yves, pourquoi tu es autant en colère ?» Parce que je suis assez animé quand je parle. Je ne suis pas en colère du tout. Et donc, vous voyez, la tendance nous échappe. Eh bien, dans l'humour, ce qui fait rire, ce qui n'est pas séparable du rire provoqué, parce qu'évidemment, il y a de l'humour dans les mots, etc., mais ce qui n'est pas séparable du rire provoqué, c'est cette tendance de celui qui parle. Il est évident que une blague antisémite dans la bouche de Woody Allen n'aura pas du tout la même
la même dimension humoristique ou la même saveur qu'une blague antisémite dans la bouche de Dieudonné. Et donc, la bêtise complète de Dieudonné, ce qui fait qu'il manque totalement d'humour, c'est parce qu'il dit, moi je m'en fiche, bien sûr il a le droit de se moquer des rabbins, de rigoler, des juifs, etc. Sinon, mais c'est que sa tendance n'est pas du tout humoristique, est paranoïaque. Sa tendance est paranoïaque. Donc quand il dit quelque chose, il dit en même temps « Ah, regardez, je parle de ce dont personne ne veut parler, j'ai le droit d'en parler, vous voulez pas que j'en parle. » Parce que, justement, peut-être que vous êtes juif et que vous êtes dans le complot. Hein. Donc il est paranoïaque, et la paranoïa ne fait pas rire, sauf ceux qui sont concernés. Et donc il fera la même blague, et donc une blague de Dieudonné, c'est pas drôle à cause de ça. De même, si vous voyez Hitler derrière, vous dites quelle intention il y a derrière. Si vous n'arrivez pas à lire l'intention, la tendance, vous allez vous dire ah, ça me gêne là. Est-ce que peut-être le reste est plus lisible? Pourquoi est-ce que Hitler surgit tout d'un coup? Bon, moi, ce qui m'intéresse évidemment, c'est le contraste humoristique dans la construction. Après, j'ai peut-être échoué à le faire, mais le contraste entre la voix d'Ariane Ascaride, que je remercie d'avoir fait ça d'ailleurs, c'est Ariane Ascaride qui dit tout ce texte sur les Schtroumpfs, et la voix d'Ariane Ascaride qui fait une voix d'enfant, les horreurs qu'elle prononce avec cette voix d'enfant, et cette représentation du XXe siècle. Mais c'est ça le XXe siècle, le siècle de la machine à laver et des grands régimes totalitaires. Hein, c'est ce contraste entre l'anodin de la société marchande et l'horreur totalitaire, et que j'ai trouvé bien exprimé dans cette photo, où on a le pire monstre, évidemment, c'est pas le pire monstre qu'on ait jamais connu, en train de serrer dans ses bras deux petites filles. Si c'est pas une... Voilà, c'est ce contraste qui m'intéresse, évidemment, dans la figure. Je l'aurais pas mis tout seul. À part Schopenhauer et peut-être qu'on a entendu du peu d'humour autour de Descartes, quels seraient vos philosophes que vous aimeriez le plus traiter avec humour, voire des idoles à démolir avec humour? Les idoles à démolir avec humour, c'est plus facile d'être iconoclaste avec humour, mais voilà, là encore, dans La vie rêvée des philosophes, je pense qu'on voit bien la frontière entre justement ça, l'extériorité et la méchanceté, qui concerne assez peu, quand je parle de certains de mes contemporains, soit Bernard-Henri Lévy ou Luc Ferry, voilà, mais méchant parce que il y a cette... C'est ce que produisent les médias, au fond, et qui fait que ils ont perdu eux-mêmes tout humour, d'ailleurs, par une espèce de triomphe absolu du narcissisme. Mais oui, les idoles, moi je me suis tellement démené à lire Hegel, on a le droit de se venger un petit peu après, tellement c'est difficile, et de la souffrance qu'on a pu éprouver. C'est une bonne guerre. C'est-à-dire que ça fait du bien quand même, il faut... L'idolâtrie des philosophes, la philosopholatrie, on la cultive quand on fait les grandes écoles littéraires, etc. Ça va, il faut quand même après s'en décharger, sinon voilà, ça reste un peu dans le corps, ça fait des hémorroïdes, et des problèmes de cervicale aussi. Hop, c'est pas très drôle, et c'est l'un des rares à avoir écrit sur le rire aussi. Hop. C'est le premier à avoir dit attention, c'est un phénomène de manifestation d'orgueil, le rire. C'est une des premières manifestations de la méchanceté humaine. Si l'homme est un loup pour l'homme, c'est parce qu'il se fout de la gueule de l'autre. Et donc Hobbes s'en méfiait beaucoup, ça se sentait dans sa vie aussi. Mais vous savez, Hume était un bon vivant, quelqu'un qui avait de l'humour. Et c'est les Anglais qui ont inventé l'humour. Merci pour ce très chouette spectacle. Et pour rebondir à ce qu'avait dit Sarah, pour avoir vu les autres spectacles que Yves avait présentés, je trouve que vous avez joué parfaitement bien le rôle de la chouette. Et en vous entendant dire que vous ne lisez pas plus la philo, j'en suis encore très admirative du coup. Je peux me permettre de le dire parce que j'ai suivi pas mal les autres spectacles même qui ont été faits. Et donc, bravo en tout cas pour cette performance. Et on ne fait pas que rire, on en apprend pas mal. Je me dis toujours que si on m'avait appris la figure comme ça, je me serais peut-être mieux intéressée, mais il n'est pas trop tard. Donc vraiment, merci. On a ri, moi j'ai ri, j'ai réfléchi. Je peux dire j'ai joué, je sais pas. En tout cas, merci, bravo, vraiment. Thank you.